Soyez bienvenus, je suis heureux de vous accueillir ici en direct de la COP21. Nous sommes tout près de Paris et c'est ici, vous savez, que se joue l'état de santé du climat et donc de la planète avec la recherche d'un engagement pour les 195 délégations de limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète. Alors nous avons choisi d'inviter Hakima El Haïté, la ministre en charge de l'environnement au Maroc, parce que regardez, c'est dans tout juste un an que Marrakech accueillera la COP22. Donc un enjeu extrêmement important. Nous allons lui demander ce que l'Afrique, ce que les États du Sud attendent en matière de solidarité, puisqu'il y a un engagement de financement et de transfert de technologies depuis les États du Nord. Mais tout d'abord, puisque nous sommes à mi-chemin de la COP21, retour sur les négociations. Où en est-on exactement? On fait le point. Après le départ des chefs d'État, place aux tractations. Souvent dans le plus grand secret, les négociateurs ont tenté cette semaine de simplifier l'accord pour la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. Si les observateurs se veulent optimistes, le spectre de l'échec de la COP de 2009 à Copenhague est bien présent. Déjà en milieu de semaine, Laurent Fabius sommet d'accélérer les discussions pour restreindre les options. Il faut accélérer le processus parce qu'il nous reste beaucoup de travail. Des formules de compromis doivent être dégagées le plus rapidement possible. Parmi les négociations, un point épineux, celui des financements. Une scission apparaît déjà entre pays riches et pays émergents, quand 10% des pays les plus prospères produisent la moitié du CO2 mondial. L'aide financière des États industrialisés vers les États émergents reste l'un des principaux sujets de crispation, comme en témoignent certaines ONG. Les impacts du changement climatique, on les observe dès aujourd'hui, que ce soit des événements climatiques extrêmes, sécheresses, inondations, et on les voit essentiellement dans les pays du Sud qui sont les moins responsables des émissions. Malheureusement, la question des financements est un des sujets qui est les moins matures dans ces négociations. Parmi les pays du Sud, ceux d'Afrique sont dans l'attente. La Banque mondiale prévoit un plan d'aide de 16 milliards de dollars d'ici 2020 pour répondre aux défis les plus urgents du changement climatique sur le continent. Une partie de ces financements reste encore à trouver. Sur le thème du climat, les pays africains se veulent unis et non victimes, à l'instar du Bénin. Le Bénin prendra sa part d'engagement. Toute l'Afrique prendra sa part d'engagement à travers des projets allant dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre. Mais la grande question, ici à Paris, la facture qui va la payer. Pour les pays émergents, une inquiétude demeure que les États les plus riches et les plus pollueurs ne respectent pas leurs obligations. C'est désormais au tour des ministres des pays présents de se pencher sur le texte pour tenter d'ici quelques jours de trouver un accord. Voilà, en effet, dans 5 jours très exactement, cette COP s'achèvera avec aujourd'hui ce point d'interrogation, ce dimanche, le fait de savoir si oui ou non un accord robuste permettra d'avancer vers cet engagement des 2 degrés. Je vous le disais, notre invité, Hakima El Haïté, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre marocaine en charge de l'environnement et si nous avons convié avec RFI et Le Monde, c'est parce que la COP 22, on parle déjà de la COP 22, se tiendra dans votre pays et que vous êtes déjà en train de l'organiser. Donc avec Sophie Malibaud et avec donc de RFI et avec Simon Roger, mon confrère du Monde, nous aurons sur cette COP 21 et sur la 22 évidemment pas mal de questions à vous poser. Je voudrais tout d'abord vous demander, madame, vous arrivez à Paris dans une ville meurtrie, il y a une quinzaine de jours ces attentats qui se sont produits. Comment avez-vous réagi et est-ce que le terrorisme n'est pas une menace que ressentent plus directement à travers le monde aujourd'hui l'ensemble de la population? Bonjour d'abord, et puis vous commencez par une question qui nous a meurtris, nous Marocains. On se souvient de Marrakech, des attentats. Absolument, et nous l'avons vécu amèrement dans nos chairs. Vous savez, dans le cœur de chaque Marocain, il y a une partie pour la France, et je suppose que dans le cœur de chaque Français, il y a une partie pour le Maroc. Et donc, c'est vraiment un événement tragique. Et je tiens à présenter les condoléances de mon pays au peuple français et aux familles des victimes. Nous partageons ce deuil avec vous. Et moi, je dis que le terrorisme n'a plus de nationalité. Il a muté. Et c'est ça qui est terrible. Et ça ne concerne pas que la France. Il n'a pas de religion parce qu'il ne tue pas que des chrétiens. Il a tué tout le monde et il attaque
tout le monde et nous devons être tous citoyens du monde, solidaires autour de cette question du terrorisme. Mais ces citoyens du monde, madame, ne ressentent-ils pas le terrorisme comme une menace plus réelle, justement, que le réchauffement climatique aujourd'hui ? Ben écoutez, c'est aussi un défi de ce siècle, parce que moi je dis toujours que le réchauffement climatique est le défi de ce siècle, mais le terrorisme tel qu'il a muté ces dernières années, et j'ai vu un reportage qui a été passé sur Zone Interdite à M6, juste effroyable, la nouvelle organisation de Daesh et les moyens dont elle dispose et le mot d'ordre à ses disciples d'attaquer de chez eux, là où ils sont, est extrêmement dangereux. Donc je pense que le monde entier est menacé par Daesh, et c'est pas seulement les pays occidentaux, la menace est générale et nous devons être solidaires autour de cette menace. Alors on va parler maintenant du climat, cette COP21, Sophie Malibaud. Oui, je voulais juste tout d'abord vous demander, Madame la Ministre Hakima El Haïté, est-ce que vous pensez que ces dossiers climat, mais aussi terrorisme, sont devenus vraiment les dossiers centraux des relations entre nos deux pays, puisque on a dit au début du mandat de François Hollande que les relations entre le Maroc et la France étaient un petit peu difficiles. Est-ce que ces relations se sont ressoudées autour de ces questions, que ce soit le climat, que ce soit le terrorisme ? Moi, je pense qu'entre le Maroc et la France, il y a une histoire. Et une histoire d'amitié, une histoire de coopération profonde, une histoire d'amour, une histoire de famille qui se refroidit par moments. Il peut y avoir des querelles, on l'a vu, des différends. Et on revient. Mais notre histoire est au-delà de tout ce sujet, même aussi crucial soit-il. Et je pense que c'est le moment pour le Maroc et la France d'être encore plus solidaires et plus coopératifs pour pallier à des défis comme celui-là. Simon Roger, Le Monde. Une question qui permettra peut-être de faire la transition avec le dossier climatique. On a fait donc référence aux attentats du 13 novembre à Paris. En 2001, les fameux attentats du 11 septembre à New York donc avaient aussi meurtri la planète entière. Le premier événement international consécutif à c'était tout à fait, c'était la COP à Marrakech, au Maroc, fin octobre 2001. Donc est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Est-ce que ça veut dire que ça peut être, ou ça doit être un moment de solidarité internationale ? Écoutez, moi je ne suis pas pessimiste et donc je ne prends pas les choses comme ça. C'est un hasard de l'histoire et un hasard du temps. Donc je ne lis pas les attentats aux COP. Il y a de nombreuses COP qui se sont passées à travers le monde sans qu'il y ait d'attentats. C'est, à mon opinion, c'est un simple hasard. Et vous ne faites pas de lien non plus ? Qu'est-ce que vous pensez de ce lien ? Certains le font, certains observateurs le font, le lien entre le terrorisme et certaines questions sécuritaires. On pense au conflit en Syrie, très précisément même. Mais écoutez, quelque part, et même les responsables, les grands responsables et leaders de ce monde le reconnaissent, quelque part, la pauvreté est un terreau du terrorisme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les leaders mondiaux qui le disent. Et on fait même le lien du terrorisme avec les changements climatiques. Vous savez que les impacts des changements climatiques sur la pauvreté sont étroits et que dans le texte actuel, nous sommes en train d'essayer d'introduire les notions de développement humain et de lutte contre la pauvreté comme un pilier de négociation. Et donc, comme vous me dites, si je fais le lien, évidemment, il y a un lien. Je ne suis pas historien ni spécialisé du domaine, mais la guerre de l'Irak, et les Américains le reconnaissent, la guerre en Syrie et les leaders de ce monde le reconnaissent. Donc, forcément, quand vous avez un conflit, quand vous avez une instabilité au niveau régional, quand vous avez une perte des conditions dignes de la vie humaine, vous générez des fléaux. Quand vous avez un sentiment d'injustice, au fait, c'est ça. Vous générez et vous poussez avec la pauvreté, l'analphabétisme, les conditions qui se passent dans la région du Moyen-Orient, vous générez ce sentiment. Et donc, les liens, ils sont peut-être là, je n'en sais rien,
mais pour moi, c'est pas un lien de relation direct, mais forcément il y a. Contexte, oui. Voilà, c'est un contexte. Et très concrètement, dans ce texte, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez voir figurer sur ce plan, justement, du lien entre ce qui arrive, le terrorisme et le réchauffement climatique ? Bon, il n'y a pas dans le texte une notion directe par rapport au terrorisme. Mais ce que je peux vous dire, que nous voulons que ce texte traduise le respect des droits humains, directement ou indirectement. Parce que quand vous touchez à la sécurité alimentaire d'un pays ou d'un continent, quand vous touchez au droit de la vie, parce qu'il y a les États insulaires qui risquent de disparaître, vous touchez au droit à la vie. Quand vous touchez au droit à l'éducation, indirectement, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 400 000 heures qui sont dépensées tous les jours par les jeunes filles et par les femmes en Afrique pour aller chercher de l'eau, et elles ne vont pas à l'école. Et il y en aura de moins en moins d'eau. Voilà, et il y aura de moins en moins d'eau. Donc on touche indirectement à leurs droits les plus élémentaires. Donc quand vous touchez directement, indirectement à ces droits, il faudrait que ça soit traduit au niveau du texte. Nous avons fait un effort exceptionnel, et je salue la présidence française pour la mobilisation mondiale qu'elle a pu injecter dans ce processus de négociation. Et aujourd'hui, nous avons avancé parce que le texte fait le lien avec les objectifs de développement durable, et vous savez qu'il y a un seul objectif, l'objectif 14 de développement durable, qui est directement lié au climat. Mais tous les autres objectifs ne seraient pas être réalisables si nous n'avons pas un accord à Paris qui est réalisable. Madame la ministre, hier, le président François Hollande a mis en garde contre ceux qui veulent le minimum. Est-ce que le texte risque d'être encore à ce stade... Ça dit, il faut accélérer. Alors, est-ce que le texte risque encore d'être vidé de sa substance ? Je salue Monsieur le Président, et je salue Monsieur le Président de la COP et Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'ils ont raison, ils ont tout à fait raison. Nous n'avons plus le droit de porter atteinte à la vie sur Terre. Et je pense que nous défendons en tant que continent africain la différenciation. Nous disons à tous les États du monde qu'il faut qu'on négocie sous les termes de la Convention. Et je rappelle les termes de la Convention, c'est la responsabilité commune et différenciée. Et là, il est absolument indispensable qu'on ait un accord ambitieux. Un accord ambitieux parce qu'il y a des vies qui sont... Mais on va l'avoir ou pas, cet accord, selon vous, à 5 jours de la fin de la COP ? Eh bien, écoutez, nous avons aujourd'hui un projet d'accord. Ouais. Et c'est très bien. C'est encore trop tôt pour être satisfait, mais c'est encore trop tôt pour être insatisfait. Nous y travaillons. Et je sors de la réunion de l'AMCEN. C'est l'Assemblée générale des ministres africains de l'environnement. On est en train de voir quel type de consensus. Moi, je leur ai dit avant de venir qu'il y a 6 facettes au cube du succès de l'accord de Paris. D'abord, du courage. Il faut que tous les pays soient courageux pour être ambitieux. Qui sont ceux qui se dérobent aujourd'hui ? Ce sont les pays les plus pollueurs ? Je n'aime pas ce débat d'accusations adressées des uns contre les autres. Moi, je pense que nous avons tous le même objectif. Tous les pays du monde sont d'accord qu'il faut atteindre une température inférieure à 2 degrés C, et nous disons 1,5 degré C en Afrique. On rappelle par rapport au début de l'industrialisation. Voilà. Et donc ça, c'est entre crochets dans le texte. Justement. Donc tous les pays ont le même objectif. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on permette aux pays les plus vulnérables actuellement de se développer dignement et d'avoir le droit au développement. Parce que sans ça, on ne pourrait pas se développer. Et sans ça, les impacts, c'est important ce que je vais vous dire, les impacts des changements climatiques seront de plus en plus accrus sur ces pays. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls à être menacés. La Grande-Bretagne risque aussi d'être inondée. Il y a des
des points en Californie, partout dans le monde. Il y a des inondations en ce moment même en Et je vous rappelle, madame, qu'entre 2012 et 2013, il a été recensé 800 catastrophes naturelles aux États-Unis qui ont coûté 1,6% du PIB au niveau des États-Unis. Il y a le texte, mais il y a aussi le contexte. Donc hier samedi a été adopté ce brouillon. Ce n'est qu'un brouillon de texte qui va donc permettre de négocier ou de continuer à négocier. Beaucoup de délégations qui étaient en plénière ont salué le moment historique. Est-ce que vous jugez vous aussi que ce moment d'hier, qui est un moment, juste une étape, est un moment historique ? Je vous assure, monsieur, que depuis le 26 ou le 25 du mois dernier, on est là. Et je n'oserais pas appeler ça un brouillon parce que c'est un projet de texte. Non, c'est le terme anglais, hein, draft agreement. Oui, bon, moi je l'appellerais projet, voilà. Là, je voulais revenir sur le moment. En français, je l'appellerais projet parce qu'il y a un moment historique ou non, vous demande oui, Simon. je dis oui parce que ça fait déjà 4 ans qu'on essaye d'avoir un texte et aujourd'hui, nous avons un projet sur lequel chacun d'entre nous devrait faire un effort de compromis et de consensus. C'est ça les termes, les 6 phases dont je voulais vous parler tout à l'heure. Il faut du compromis, il faut du consensus, il faut de l'amour pour les êtres humains et pour la dignité. Et avec ça, on va réussir. Il y a aussi peut-être le mot, pardon Sophie, il y a aussi peut-être le mot solidarité. On sait que l'Afrique pollue pour 4%. Et c'est ce continent qui probablement sera le plus impacté. Vous attendez une solidarité financière en matière de transfert de technologie. Qu'est-ce qu'attend l'Afrique concrètement ? L'Afrique a montré qu'elle était bonne élève et a montré qu'elle était solidaire et tous les pays africains, hormis la Libye, ont déposé leurs contributions, les fameuses oui, la Libye est ANDC. absente, ouais. Et ça, c'est exceptionnel. Donc l'Afrique a montré sa bonne volonté à aller vers ce chemin de développement durable et de sobriété en carbone. Qu'est-ce qu'elle attend en Alors, échange ? nous attendons que les pays qui ont pollué prennent leurs responsabilités. Le Nord, donc. Tous les pays qui ont pollué prennent leurs responsabilités historiques et aident les Africains et les pays qui en ont besoin, parce qu'on parle pour le monde, on parle pour les peuples autochtones, on parle pour les États insulaires, et prennent leurs responsabilités pour les accompagner à s'adapter, que ce soit sur le plan du renforcement des capacités, que ce soit sur le plan du transfert de technologie ou sur le plan financier. Donc les Africains ne sont pas censés déposer des contributions. On l'a fait. Certains pays, comme le Maroc, ont même déposé des contributions non conditionnelles. Et vous connaissez l'exemple du Maroc. Donc, nous avons pris en charge 13% des émissions sur le dos et sur le budget de l'État marocain. Mais pour le reste, nous demandons à être soutenus financièrement pour mettre en œuvre notre plan de développement. Il y a une fameuse promesse, fameuse parce qu'elle date de 2009, la promesse faite en 2009 par les pays du Nord, par les pays, comme vous dites, historiquement responsables, hein, c'est même dans les termes de l'ONU, je crois. Donc promesse de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020 en direction des pays du Sud. Cette promesse n'est toujours pas honorée et comme vous le savez, c'est vraiment un des points d'achoppement très très importants. Est-ce qu'on va réussir à dépasser ce problème-là et en tout cas atteindre les fameux 100 milliards, même si ces 100 milliards sont sans doute un plancher par rapport aux besoins des pays en développement? Je vous rappelle que le montant requis pour l'adaptation en Afrique est de 500 milliards. Et je vous rappelle aussi que les pays du monde subventionnent à hauteur de 600 milliards de dollars par an les énergies fossiles qui posent le problème de la pollution et des gaz à effet de serre. Donc il est clair que les 100 milliards de dollars... Le budget existe, quoi. Eh bien, écoutez, les 100 milliards de dollars comparés aux 600 milliards de dollars qui subventionnent les énergies fossiles et comparés aux besoins de l'Afrique sont largement insuffisants. Donc, il faudrait une réelle mobilisation et je pense que certains États, et je les salue, ont déjà annoncé leur contribution et il faudrait accélérer ces annonces pour libérer les énergies latentes et pour nous permettre d'asseoir
de la crédibilité au niveau de ces accords. C'est ça. On manque de crédibilité et on manque de confiance. Et la confiance reviendra quand les pays industrialisés vont s'engager à respecter leurs engagements. Alors, Hakima El Haïté, nous avons encore, vous le voyez, beaucoup de questions à vous poser sur l'engagement du Maroc, sur les attentes, sur cette préparation déjà en cours de la COP22, donc à Marrakech, dans un peu moins d'un an. Avant cela, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, on fait un point d'actualité où on se retrouve dans 2 minutes exactement. Retour international, nous sommes en direct de la COP21, tout près de Paris, au Bourget exactement, où vous savez, 195 pays et délégations se penchent sur l'avenir de la planète, sur le réchauffement global et les menaces qui s'y rapportent naturellement. Notre invitée, Hakima El Haïté, ministre marocaine en charge de l'environnement, le Maroc qui va organiser la COP22 dans un an tout juste. Occasion pour nous de faire le point de cette COP21 et de voir comment on se prépare pour l'autre grand rendez-vous de l'année prochaine à Marrakech. Justement, madame, on a le sentiment, peut-être nous journalistes, qu'au fond, il y a une dimension très politique, institutionnelle. On voit les chefs d'État et de gouvernement qui passent ici. Est-ce que vraiment, vous avez le sentiment que les populations, que les opinions publiques, que les ONG ont la même mobilisation, ou bien c'est l'affaire des politiques et puis on doit attendre, nous, citoyens, que vous trouviez la bonne solution? Écoutez, je vous aurais répondu oui il y a 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, et je salue la présidence française pour toute cette dynamique qu'elle a créée. Aujourd'hui, on n'a plus des COP institutionnelles, on a des COP duels. Et ça, c'est magnifique parce que pendant 1 année et demie, nous avons écouté la société civile, les territoires qui se sont engagés de diminuer de 15% leurs émissions. Nous avons écouté les entreprises privées et le secteur privé qui s'est engagé également à diminuer ces gaz à effet de serre. Et vous savez que les entreprises, c'est 65% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les politiques, vous êtes bousculés par ces acteurs-là? Est-ce que vous vous sentez, Moi, poussé? je trouve que des fois, la société civile devance les politiques. Et ce débat qui a été créé entre la société civile et le public est juste enrichissant parce qu'il nous permet, nous, les politiciens, de prendre nos responsabilités quant aux régulations et quant aux lois. Si vous allez chez le secteur privé, le secteur privé a fait 250 millions de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire 56% du mix énergétique mondial qui a été investi en 2013, c'est du renouvelable. Et ça, c'est le secteur privé. Ça, c'est de l'action. Et donc, je salue les territoires et le secteur privé. Oui, alors vous soulignez tout ce qu'il y a de concret. Néanmoins, pour l'instant, on a un texte qui risque encore de se vider de son contenu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir sur le format de ces négociations? Est-ce que ce sont aux États, finalement, de mener les négociations? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, par exemple, que ce soit plutôt les institutions internationales, le FMI, par exemple, la Banque mondiale, ces organisations-là, est-ce qu'elles n'ont pas un rôle plus important pour avoir les outils financiers pour financer le développement vert? Les négociations, madame, engagent chacun des États. Et donc, on est vraiment dans la souveraineté des États. Donc, personne ne peut négocier, par exemple, à la place du Maroc, ce que le Maroc ambitionne de mettre en place. Ce n'est que le Maroc qui peut le négocier. Mais en même temps, ce sont les États, chacun les uns après les autres, qui se défilent. Là où vous avez raison, madame, c'est qu'il faudrait absolument qu'on puisse faire le lien et qu'on trouve le moyen de faire le lien. Et c'est ce qu'a fait la France. La France a permis, grâce à ces négociations et grâce à l'implication des territoires, du secteur privé, d'être l'oreille de la voix de la société civile. Et ça, c'est majestueux, c'est magnifique. Toujours, Simon Roger, Le Monde. Toujours cette question des acteurs non étatiques. Il y a eu l'Action Day hier, avec le président de la République, François Hollande. La journée d'action. Voilà, qui a pris acte un peu de pas mal d'initiatives dans ce domaine-là. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être aussi une sorte de paravent? C'est-à-dire que les délégués considérant que, justement, que c'est maintenant aux villes, aux collectivités locales, aux entreprises de faire un effort pour lutter contre le changement climatique et donc proposant des solutions un peu infra par rapport à ce que fait le monde réel, en quelque sorte. C'est la réalité de ces débats et la réalité des objectifs qu'on veut atteindre dépend grandement du secteur privé parce que c'est le secteur privé qui est d'abord pollueur, mais qui est aussi
porteur de solutions et d'innovation. Et c'est grâce au secteur privé et à l'innovation qu'il est en train de porter, parce que le secteur privé ne nous attend pas. Le secteur privé a compris. Et donc aujourd'hui, nous sommes certes dans un accord dont l'équation est difficile, qui nécessite, comme je vous ai dit, du courage, de la solidarité, du compromis, du consensus et beaucoup d'amour. En tant que ministre du Maroc, votre pays va donc accueillir la prochaine COP. Est-ce que vous êtes obligé d'attendre le résultat de cette COP-là pour savoir quelle sera votre stratégie, ou est-ce que vous avez déjà défini, est-ce que vous trouvez déjà, par exemple, qu'il est bon que les chefs d'État viennent au début et qu'ensuite on se passe de... Est-ce qu'on a défini la stratégie? Je vous dirais que le Maroc travaille depuis 1 année et demie et déjà pendant 1 année, nous avons Vous êtes déjà en train de la préparer. Nous avons accompagné la France. Est-ce qu'on va attendre que le texte soit approuvé? Oui, on va attendre que le texte soit approuvé pour définir plus en détail les axes sur lesquels va porter la COP. Mais les axes sont connus. L'accord de Paris est un accord de décision et le Maroc va devoir mettre en œuvre et implémenter toutes les décisions qui ont été faites. Donc on va devoir élaborer les outils de mise en œuvre, les mécanismes de mise en œuvre. Et on les connaît, les mécanismes de mise en œuvre de l'adaptation, de la finance de l'adaptation, de la finance climatique en général, de la mitigation. Pourquoi le Maroc s'est mis en tête de pont de ce combat contre le réchauffement climatique? Vous savez, je pense que le Maroc est déjà un très bel exemple au niveau de la politique climatique mondiale. Le Maroc a commencé sa politique d'adaptation dans les années 60 et vous le savez, avec la politique des barrages. Puis il a compris qu'il fallait protéger les bassins versants. On a développé la politique des bassins versants. Puis la politique du Maroc vert, qui est une politique agricole résiliente pour le climat. Et tout ça, le Maroc a fait des politiques pour réagir au climat et pour s'adapter et pour anticiper depuis 50 ans. Aujourd'hui, le Maroc avec la politique énergétique, a répondu à un besoin vital parce que nous importions... Madame, on peut presque rappeler pour nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a quelques années, pratiquement, vous importiez 100% de votre énergie. Absolument. Et que, n'ayant pas de pétrole, vous avez dû rechercher donc d'autres sources d'énergie. Vous allez inaugurer la plus grande centrale solaire au monde et vous possédez également le plus grand parc éolien d'Afrique. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc je disais, la politique énergétique marocaine a essayé de diversifier le mix énergétique marocain pour diminuer déjà la facture énergétique de l'État, soulager la caisse de compensation. Et le Maroc a compris qu'il ne pouvait pas d'un côté promouvoir une politique énergétique renouvelable et de l'autre côté continuer à subventionner les énergies fossiles. Et donc cette cohérence qui a été assise au niveau de la politique gouvernementale marocaine est un exemple et j'appelle la communauté internationale à la suivre, parce que les 600 milliards de dollars qui sont investis chaque année pour soutenir les énergies fossiles peuvent être échelonnés petit à petit pour être réorientés dans tout ce qui est politique durable et politique des renouvelables. Une précision sur la contribution marocaine, donc les fameux engagements, les fameux ANDC, les engagements nationaux des pays dans ce grand chantier de la lutte contre le réchauffement. Je crois que le Maroc propose de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez un peu esquissé les moyens d'y parvenir. De manière plus globale, une des questions qui se pose, c'est comment on arrive à s'assurer que la parole des États est respectée. Donc la question des moments de révision des engagements, comment on fait pour s'assurer que dans 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, le Maroc, comme les autres pays qui sont ici, les 195 pays, auront effectivement réduit les émissions en fonction des chiffres qui sont sur la table aujourd'hui, qui sont pour l'instant des chiffres relativement virtuels. Je voudrais vous dire qu'au-delà de la contribution elle-même, le Maroc a une vision. Il a consacré le développement durable dans sa constitution. Il a légiféré le développement durable moyennant une loi qui s'appelle la loi cadre. Il a mis en place une stratégie nationale de développement durable qui a force de loi et qui est transversale et qui concerne tous les secteurs, parce que le Maroc ne fait pas que des énergies renouvelables. Le Maroc a mis en place des filières de croissance verte, de l'économie circulaire. Il a fait un décret sur l'efficacité énergétique des bâtiments, etc.
tous nos secteurs sont concernés et le facteur climat est devenu un facteur structurel dans nos politiques publiques. Donc comment on va compter, comment on va mettre en place nos contributions? Sachez que nos contributions sont proposées, monsieur, entre 2015 et 2030. Nous sommes déjà en chemin, nous n'attendons pas 2020. Donc en 2020, le Maroc aura déjà 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Et Sa Majesté le Roi a donné un très beau message à la communauté internationale. Le premier jour de la COP, Sa Majesté le Roi a annoncé qu'il allait augmenter les ambitions des énergies renouvelables à 52%. Ça veut dire que le Maroc a déjà révisé ses contributions et qu'il est déjà sur le chemin d'augmenter ses ambitions. Vous parlez beaucoup d'énergie renouvelable, d'autres pays africains le font, et des pays comme l'Éthiopie sont assez en avance sur ces questions-là. En même temps, là, le but du jeu ici à la COP, c'est de s'entendre à 195 pays, de trouver le fameux compromis. Comment on fait pour trouver un compromis entre des pays comme le vôtre et vos voisins qui sont des pays pétroliers, qui ont donc... Qui ne sont pas très pressés, oui. Qui ne sont pas très pressés, qui sont surtout pour des raisons de développement, pas pressés de se retirer des énergies fossiles. Donc comment on fait la balance entre les impératifs des uns et les ambitions des autres? Donc c'était presque plus simple. Je vais vous dire quelque chose. Non, les Émirats Arabes Unis n'ont pas le pétrole et ils ont un des plus grands parcs. Ils ont fait le plus grand nombre d'investissements dans les énergies renouvelables, pour vous donner un exemple. Mais par contre, je vais vous répéter une phrase qui m'a été dite par le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite. Il m'a dit, j'ai discuté avec lui l'histoire des énergies fossiles, il m'a dit, madame, quand on a voulu abolir l'âge de la pierre, on n'a pas éradiqué la pierre. Et quand on va vouloir abolir l'âge du pétrole, on ne va pas abolir le pétrole. Le pétrole restera toujours là. C'est au niveau des politiques et de la cohérence des politiques qu'il faut agir. Maintenant, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, ni les pays producteurs de pétrole dans le Golfe n'ont la responsabilité historique. Et ce qui est important, c'est que ces mêmes pays ont apporté leur contribution. Maintenant, chacun respecte ses engagements, négocions sous la Convention, et je pense que tout le monde est conscient ce n'est plus les intérêts respectifs des pays qui sont en jeu, c'est des intérêts collectifs pour la survie de l'humanité, et on en est tous conscients au niveau de ces accords. Au Maroc, on recourt toujours, tout de même, il y a des centrales au charbon. Est-ce que vous estimez que dans le texte de cette négociation contre le réchauffement climatique, on devrait décider d'une fin du recours au charbon ? Vous donnez, madame, l'exemple du Maroc. Je peux vous donner une dizaine de pays en Europe qui utilisent le charbon. L'Allemagne, notamment. L'Allemagne, 50% de son mix énergétique. Comment doit-on se... Il y a un grand pays qui s'appelle l'Inde. Il y a un grand pays qui s'appelle l'Inde, qui est un acteur majeur et des négociations et de l'économie tout court, qui recourt massivement au charbon aujourd'hui. Il n'y a pas que l'Inde, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que l'Allemagne. De nombreux pays à travers le monde exploitent le charbon, et l'Agence internationale des énergies renouvelables a sorti son rapport, et elle a dit qu'en 2050, nous allons avoir encore 26% de charbon, 23% de nucléaire, 23% de fuel et 10 à 8% des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a d'autres scientifiques qui disent oui, on peut atteindre 20% des énergies renouvelables en 2050. Donc aujourd'hui, il est question de trouver réponse à chacun de ces pays. C'est vrai que l'équation n'est pas facile, et c'est pour ça que ces négociations sont difficiles. Aujourd'hui, il faut trouver une neutralité carbone, il faut faire en sorte, et c'est là où je dis, l'Afrique représente une chance et une opportunité exceptionnelle pour les pays en développement et les pays pollueurs. Parce que 80% du gisement du développement qui n'est pas, existe en Afrique qui n'est pas éclairée. Regardez la carte de l'éclairage mondial. L'Afrique est une tache noire. Est-ce que vous pensez que votre pays devrait devenir exportateur d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je ne le pense pas. C'est dans notre vision et c'est dans notre politique, et Le plan Borloo, par exemple, pour électrifier l'Afrique, vous trouvez que c'est effectivement une priorité, que c'est une belle initiative? Je trouve que c'est une très belle initiative. Je pense qu'il faut plus qu'un plan Borloo pour éclairer l'Afrique. L'Afrique, c'est 750 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a des initiatives qui ont été lancées par l'Union européenne et la Banque africaine de développement et l'AMCEN. Donc,
toutes les initiatives sont les bienvenues pour faire en sorte que l'Afrique puisse retrouver la lumière. Alors vous savez ce que l'on entend également, certains États du Nord disent on contribue beaucoup, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours exact, à financer ce mix énergétique en Afrique. Il faut aussi changer la gouvernance d'un certain nombre d'États du Sud parce qu'il y a de la corruption, il y a de l'argent qui disparaît. Est-ce que cette priorité climatique peut aussi entraîner un changement de gouvernance, une exigence de beaucoup plus grande transparence? On ne va pas citer le nom de certains États, mais il y a bien des États sont perfectibles en matière de gouvernance, justement. Je reviens d'abord sur le financement parce que vous avez touché à un point qui est extrêmement important. Vous savez qu'il y a eu un rapport de l'OCDE qui a été fait et qui a comptabilisé les flux financiers et les investissements en direction des pays les moins développés et en direction du climat, en faveur du climat. C'était 62 milliards de dollars. Sur la route des 100 milliards. Voilà. Donc, les 62 milliards de dollars ont été contestés par certains pays, par de nombreux pays africains. Pourquoi ? Parce que, à la finance climatique, qui pour les pays africains était supposée être sous forme de dons ou de prêts concessionnels, on a comptabilisé l'aide aux pays en développement qui est obligatoire. Et nous voulons que la finance climat soit additionnelle et pas intégrée, etc., etc. Donc il faut bien, quand on parle des 100 milliards de dollars, savoir de quoi on parle. Alors les mécanismes de gouvernance sont des mécanismes qui devraient être mis en place parce qu'on ne va pas financer les projets climat de la même manière que finance une banque locale ses propres projets. Il y a des mécanismes de gouvernance qui doivent être mis en place. Nous exigeons que ces mécanismes soient mis en place sous les Nations Unies, que les flux financiers soient visibles, qu'on sache où qui finance quoi et quel type de projets sont financés, qu'il y ait un reporting des flux financiers. C'est donc une transparence. La transparence et puis la prévisibilité aussi des financements pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action qui vont nous permettre de suivre les flux financiers. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un nouvel endettement des pays en développement dû à la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique ? Vous savez, j'espère que non. J'espère que non parce que nous comptons énormément. Et vous m'avez demandé si j'étais optimiste ou pessimiste. Je suis très optimiste et je pense que nous avons, en tant que parti et en tant qu'État, suffisamment de discernement et de bon sens pour que cet accord soit ambitieux et pour qu'il puisse protéger tous les pays vulnérables et les pays les moins développés. Donc j'espère que non. Est-ce qu'il y a au niveau de la négociation même une meilleure capacité justement de ces pays concernés, notamment des pays d'Afrique, pour la négociation? Parce qu'à un moment donné, ces négociations qui sont d'une très grande technicité étaient aux mains de quelques-uns très spécialisés. Je pense que nous avons un groupe de négociateurs qui est très rodé, qui connaît bien son travail. Nous faisons aujourd'hui ce qui ne se faisait pas avant, un débriefing avec nos négociateurs. Nous faisons aussi un débriefing entre ministres de l'environnement africains. Et même si jamais il y a des dépassements ou des incompréhensions, nous sommes là. Parce que tout se passe en anglais déjà. Tous les jours, il y a un travail entre les ministres de l'environnement et les négociateurs entre 22h et 1h du matin. La francophonie, pardon. Justement sur l'anglais, je crois que pour le coup l'ONU fait un petit effort d'introduire un peu plus de français. Quelques négociateurs africains nous faisaient la remarque que c'est parfois difficile pour l'espace francophone de négocier, sachant que la langue, effectivement, la langue d'usage, même si ce n'est pas la seule langue de l'ONU, il y en a 6, mais la langue d'usage est l'anglais. Est-ce que ce n'est pas un frein à ces négociations compliquées ? Moi, je ne m'en fais pas un complexe. Je parle anglais, mais à Paris, je ne parlerai pas anglais. Je parle en français. Il y a une traduction simultanée. J'ai vérifié la qualité de la traduction. Elle est parfaite. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on en fasse un débat. La langue n'est qu'un outil de communication dans ce contexte-là, bien entendu. Et je pense qu'on arrive à communiquer entre nous et à négocier avec le français, l'anglais, le chinois. Le chinois, il n'a jamais parlé aucune autre langue que les Chinois, l'arabe. On fait nos déclarations en arabe. Donc, il n'y a pas... On fait référence là donc aussi à la technicité de ces négociations sur le climat. On arrive dans une deuxième séquence à partir de lundi, qui est la séquence ministérielle. Alors comment se fait la transition entre les délégués, les équipes techniques qui vont donc s'emparer du texte, le digérer, ce fameux texte, ce fameux brouillon ou projet d'accord, et transmettre les informations aux ministres qui, eux, ont quand même
5 jours et seulement 5 jours pour négocier et arriver à cet accord qu'on recherche. Non, les ministres, ils ne vont pas être informés, monsieur. Les ministres sont déjà au courant et chaque jour, nous avons un débriefing. Informés de l'évolution des discussions. Justement, mais évidemment, parce que chaque jour, nous devons donner des orientations à nos négociateurs. Et je vous ai dit que ça se fait entre 22h, 23h et 1h du matin depuis qu'on est à Paris. Donc, Paris, très jolie ville, les Français très hospitaliers, mais on n'a pas pu en profiter. Donc, c'est tous les jours qu'il y a un débriefing sur la question. Et aujourd'hui, il fallait que les ministres africains unissent leurs positions et aillent ensemble avec une position unie pour les négociations. Et vous pensez que les ministres, je parle là en l'occurrence de différents ministres, pas seulement vous, ministre de l'Environnement, prennent bien la mesure de l'urgence du fait que donc à partir de demain, alors nuit et jour peut-être, mais à partir de demain, il reste que quelques jours pour arriver à lister donc tous les points de désaccord. Ils sont nombreux. On parle des fameux parties entre crochets. Je crois qu'il y en a encore 900. Donc arriver tous les points de désaccord et arriver à cet accord. Vous connaissez bien le texte. Et arriver à cet accord qui est quand même l'objectif final vendredi à 18h à Paris. C'est ça l'intérêt d'avoir les ministres, de laisser les négociateurs faire leur travail et d'avoir les ministres qui vont décider par la suite des 900 crochets dont vous parlez. Et est-ce qu'ils ont pris la mesure de l'ampleur du projet? Oui, regardez combien de chefs d'État ont été là et combien de déclarations nous avons eues. Moi, vous savez ce que j'ai dit à mes négociateurs et j'ai appelé tous les ministres à faire la même chose. Je leur ai dit, eh bien, vous n'avez qu'à faire le lien entre la déclaration de vos présidents. Chacun des présidents a fait une déclaration, chacun des chefs d'État a fait une déclaration, celle de vos ministres et celle des négociateurs. Si ce lien est fait correctement, on n'aura pas de mal à balayer les 900 guillemets dont vous parlez. Donc d'avance, vous pensez qu'on évitera un Copenhague bis en 2009? Copenhague, on se souvient, c'est l'échec typique d'une COP. Vous savez, je n'ai pas assisté à Copenhague, mais je peux vous dire que les plus grandes décisions qui concernent le climat ont été tenues et ont eu lieu dans cette COP. Les contributions, la décision de 50% de financement entre l'adaptation et la finance, les 100 milliards. Et donc Copenhague... Alors pourquoi tout le monde était traumatisé au lendemain de cette conférence? Parce que les attentes étaient beaucoup plus grandes, mais Copenhague a rendu service aux négociations climatiques. Mais c'est quand même la conférence de l'espoir déçu. C'est cette frustration qu'on ne veut plus revivre qui donne ce sentiment d'échec. Mais au fait, Copenhague a eu des résultats probants pour les négociations. Je suis peut-être la seule ministre à vous dire ça, mais moi je le pense personnellement. Donc pour vous, ce n'était pas un échec. Dans un an, nous serons donc chez vous. La COP sera à Marrakech. Quel objectif, quel espoir vous avez? Quelle mobilisation, quelle direction vous aimeriez qu'au terme de cette COP 22, dans un an, le Maroc puisse cesser pour la deuxième COP qu'il accueille? On se souvient que donc en 2001, vous aviez déjà accueilli une COP. Vous savez que la COP 22 revêt une importance cruciale pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est au niveau de la COP22, et Sa Majesté l'a bien dit dans son allocution, il a dit c'est entre la France et le Maroc que se décidera l'avenir de l'humanité. Et c'est au niveau de cette COP que tous les outils techniques de mise en œuvre, de l'adaptation, de la mitigation, de la finance climat, du renforcement de capacités, du transfert de technologie seraient mis en place. Et donc, le Maroc n'attend pas la COP. Vous avez déjà commencé la COP 22 tout en étant à la COP 21 à Paris, quoi. Évidemment, nous avons déjà commencé à travailler et réfléchir sur les études. Parce que si vous demandez aux pays développés est-ce que l'adaptation a la même importance que l'atténuation, ils vont vous dire bien sûr. Mais quand on en vient au financement, on nous dit vous n'êtes pas prêts, les critères d'adaptation et les critères de vulnérabilité ne sont pas disponibles dans tous les pays. Et donc le Maroc a déjà commencé à y réfléchir. Il faut que les outils techniques soient là pour pouvoir avoir des plateformes de négociation et aller vite au niveau des outils qui sont attendus à Marrakech. Dernière question, Sophie Malibaud. Est-ce que finalement, s'il y a autant de bagarres autour des termes même du texte final, c'est parce que ça aurait une implication, par exemple, en matière de justice climatique face aux tribunaux? Il faudrait que les États soient capables de répondre de leurs actes.
Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas si on va aller face aux tribunaux. Mais cette histoire de justice climatique est indispensable parce qu'au fait, on parle bien de justice climatique. Quand on parle de la responsabilité de certains, eh bien, la responsabilité appelle... s'évaluera devant des tribunaux. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va se faire, comme l'a dit Monsieur le Président François Hollande, devant un régime mondial et que le climat va être considéré comme un bien public mondial? On n'en est pas encore là. Mais la justice climatique fait son chemin au niveau de ces négociations. Merci Hakima El Aïté, ministre marocaine en charge de l'environnement, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous invitions, je le disais, notamment parce que vous allez accueillir à Marrakech dans un an tout juste cette COP22. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde et sur celle de RFI. Merci à vous.